Nous continuons notre série Paroles de femmes au Conseil départemental. Aujourd'hui, notre invitée est Elisabeth Amoros. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Merci d'être là à mes côtés. Merci à vous de m'avoir invitée. Parler de paroles de femmes. Oui, très intéressant. Par les temps qui courent, très intéressant, c'est vrai. Alors, vous êtes élue au Conseil départemental du Vaucluse. Tout à fait. Vous êtes aussi élue à la mairie mairie de Cavaillon. Cavaillon. Voilà, c'est ça. Comment on appelle les habitants de Cavaillon? Les Cavaillonnais. Cavaillonnais, Cavaillonnaises. Cavaillonnaises, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, bienvenue à mon antenne pour parler de vous, d'Elisabeth Amoros et non pas particulièrement de ce que vous pouvez faire au sein de vos actions de politique. Est-ce que c'est un sujet qui vous convient? Tout à fait, tout à fait. C'est toujours difficile de parler de soi parce qu'on ne sait pas où commencer et surtout où s'arrêter. Et j'aime pas trop parler de moi déjà au départ, mais bon, si vous amenez bien vos questions, on devrait s'en sortir. D'accord, alors je vais vraiment faire au mieux. Merci. Vous êtes, je me rappelle quand on était, donc on va parler un petit peu du conseil départemental, Maurice Chabert, donc le président, a présenté son équipe. Je me souviens que vous étiez très ému d'être à la présidence de cette commission culture. Tout à fait. Culture provençale et patrimoine, on y reviendra aussi, parce que c'est la première fois qu'il y a une femme qui est à la présidence. Quelle a été votre, si vous voulez, au départ, réaction, ma réaction, ressenti? Ma réaction, mon ressenti, au départ, quand Jean-Baptiste Blanc est venu me chercher comme binôme, parce qu'en fait, moi, je suis arrivée en politique parce qu'on est toujours venu me chercher. Je n'y suis pas allée volontairement au départ. Mais quand il est venu me chercher, parce que comme j'étais au social à la ville de Cavaillon, il m'a dit, le département étant le social essentiellement, ce serait bien que tu viennes avec moi. Donc, j'ai dit, pas de problème. Et quand, en fait, on a distribué les vice-présidences, le social était très prisé par Mme Boucher et par Mme Testu. Et alors là, j'ai dit, chic, personne ne veut la culture, parce que c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Et en fait, je n'ai pas pensé du tout que j'allais être la première femme vice-présidente à la culture, mais... C'est après que vous avez réagi? J'ai réagi après, je l'ai su qu'après, en fait, que j'étais la première femme vice-présidente à la culture. Donc, de toute façon, là aussi, il y a aussi des premières femmes vice-présidentes au social, etc., puisque c'est la première fois qu'il y a des femmes, hein, ça, il faut le dire. Donc, je me suis retrouvée à la culture et c'est quelque chose que j'affectionnais parce qu'à la mairie de Cavaillon, au départ, je voulais la culture aussi. Et puis, le maire, vu que je venais un peu de la médecine, il a estimé que le social avec la médecine, c'était... Voilà. Mais je l'ai fait très volontiers et c'est vrai que c'est intéressant. Et social et culture, pour moi, c'est lié aussi quelque part. C'est un grand lien social, la culture, et voilà, il faut le dire. Hein, donc, je me suis retrouvée à la tête de fonctions qui sont un peu difficiles, mais qui sont très prenantes et très enthousiasmantes, en tout cas, pour moi. Qu'est-ce que vous entendez par difficile? Ben, difficile parce que c'est un gros secteur, que le département est une grosse machine, et que les rouages, eh ben, il vous faut un certain temps pour tout comprendre, tout assimiler et savoir comment ça marche. Parce que moi, j'arrive un peu de la médecine où c'est action-réaction. Sinon, le malade, eh ben, il est mort. Enfin, j'exagère un peu, mais clairement. Et là, en fait, même si vous avez des idées, même si vous avez des envies de changement, ben, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Mais je commence à bien prendre mes marques. Là, ça y est, je pense que je suis arrivée à comprendre comment ça marchait et essayer de faire que ça marche bien, quoi. Voilà. Alors, d'autant plus qu'il y a un pôle qui a été rajouté à travers la délégation, la culture provençale. Culture provençale. Alors, c'était quelque chose, oui, qui était rattaché. J'estime que c'est normal parce que la culture provençale était aux associations, comme tout, enfin, d'ailleurs à Madame Dominique Santoni. Et c'est quand même, il fallait, enfin, nous, notre campagne, on l'a mise là-dessus parce qu'on a nos traditions. Et puis la culture provençale, malgré tout, si vous voulez, vous avez Mistral, le Félibrige, enfin je veux dire, c'est pas que les danses provençales, c'est pas que ça, quoi. C'est le patrimoine aussi. C'est le patrimoine, voilà. Patrimoine immatériel, et c'est humain. Bien. Mais c'est pas facile non plus, parce que certains se réclament de la langue de Mistral, plus près de la langue d'Oc, d'autres le vrai provençal. Alors il y a un peu des zizanies dans ce milieu-là, mais il faut tous les écouter, essayer de faire avec. Voilà.
Alors, ces délégations, justement, dont vous avez la présidence, donc vous parliez de social, vous parlez de culture. C'est vrai qu'aujourd'hui, le lien social-culture est de plus en plus présent, puisqu'on ouvre la culture avec ce phénomène d'accès pour tous. On ouvre aussi, on élève les personnes des différents milieux sociaux, à la fois dans des actions pédagogiques ou à la fois dans des actions justement d'élévation sociale. Cette culture-là, qu'est-ce que vous, en tant que président de cette commission, vous avez eu envie de développer pour justement activer ces deux pôles? Alors, activer ces deux pôles, bon, déjà c'était fait un petit peu, hein, il faut le dire, parce que, bon, je veux dire, la majorité précédente l'avait fait, hein, mais l'activer, c'est porter le soutien aux associations qui font ça, aux associations qui ouvrent la culture, non pas que vers les différents milieux sociaux, mais aussi vers les enfants, les adolescents, qui ne sont pas forcément à la porte de la culture, parce que maintenant, avec le numérique, ils sont tous sur les tablettes, aussi, enfin, ils sont au cinéma, et ils ne vont pas forcément au théâtre. Et donc, mon intérêt, c'est de développer ça, surtout chez les adolescents. Les enfants sont très réceptifs, hein, les enfants dans les écoles maternelles, les pièces de théâtre, tout ce qui est la musique, ils sont très réceptifs. Et de quelque milieu social d'où ils viennent, hein, quel qu'il soit. Mais les adolescents, il y a une espèce de coupure, hein, ils ne sont plus que sur les tablettes, sur Interphone, enfin au téléphone. Et du coup, ben, il faut aller vers eux. Il faut aller vers eux et essayer de faire des choses qui les intéressent. Alors je vais essayer, je dis bien dans ce mandat-là, de m'ouvrir un peu plus vers les adolescents, vers les collégiens, voilà, pour qu'ils puissent venir. Ça, c'est une de mes priorités. Parce qu'après, les lycéens, c'est différent. Les lycéens, déjà, ils vont à la culture. Alors, qu'est-ce qui vous lie, vous, personnellement, Elisabeth Amoros, justement, par rapport à cette culture-là que vous avez envie de développer? Est-ce que vous êtes une femme aussi passionnée par la culture, par le social, sans aucun doute? Social, oui, sans aucun doute. Parce que vous venez de là et par rapport à votre métier métier de médecine, donc j'imagine que le lien social est très présent aussi dans ce milieu-là, mais à travers la culture? À travers la culture, alors comment suis-je venue à la culture, à vrai dire? Je suis venue à la culture parce que mes enfants... Qui est venue à vous, peut-être? Non, parce que mes enfants ont tous les deux des métiers dans la culture. D'accord. Et je leur ai imposé des études parce que... Et après les études, un a fait l'école du cinéma et une autre l'école de théâtre. Et voilà. Donc je suis venue à la culture grâce à eux, il faut le dire, hein, parce que j'aimais la culture, mais la culture comme la plupart des Français l'aiment, c'est-à-dire de temps en temps aller au théâtre, mais sans plus. Et ils m'ont fait découvrir, c'est vrai, il faut le dire. Et du coup, c'est devenu un peu une passion. Voilà. C'est devenu un peu une passion. Alors du coup, ça vous a amené à vous impliquer? Tout à fait, un peu plus. Dans ce milieu, pouvoir apporter aussi essayer aux autres. Voilà, apporter aux autres ce que moi j'ai ressenti et essayer d'apporter aux autres. Voilà. Après, bon, tout ce que fait le département pour la culture, je pense qu'il y a des choses à améliorer, c'est évident. Ça, on va revoir notre schéma de développement culturel, on va pour revoir un peu notre schéma pour l'améliorer. Mais le département déjà fait bien les choses quand même. Fait bien les choses en portant le soutien. Je ne sais, on a tous les ans 400 demandes d'aide aux associations culturelles, quelles qu'elles soient, que ce soit la musique, du théâtre, le cinéma, les expositions. Et on répond favorablement à plus de 300 demandes. Donc là aussi, mon boulot sera d'un peu répartir équitablement cet argent. Voilà, cet argent que j'ai, enfin j'ai un budget, hein, il faudra le répartir équitablement envers toutes les associations. Essayer de, malgré les restrictions budgétaires, de maintenir nos subventions à la culture. Quel est votre regard, justement, par rapport à toute cette demande à la fois une demande qui se développe et à la fois un budget qui se décline? Qui est plus restreint. Alors, mon regard, c'est que j'essaie de faire comprendre à toutes ces associations que l'argent public, eh ben, on en est responsable. Et qu'il y en aura de moins en moins d'argent public et qu'il faudra que de plus en plus, ils ne comptent pas que sur l'argent public. Qu'ils fassent par eux des propres moyens. Vous savez, parce qu'il y a des associations qui ont quand même un budget propre, c'est-à-dire ils donnent des représentations, donc ils ont un budget propre.
qui développe un peu ça, qui ne fasse pas que compter sur l'argent public, parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir dans les années qui viennent. Mais on sera là pour les encourager à trouver un peu leur voie et à faire un petit peu le chemin dans ce sens-là, quoi. Voilà. Comment êtes-vous passé de la médecine à la politique? Ah, ça, c'est un bien grand mot, tout à fait par hasard. On est venu vous chercher, on est venu chercher, voilà, on est venu chercher à la mairie de Cavaillon pour faire la parité, parce que j'étais une femme et qu'il leur manquait des femmes. Et mon député maire, donc Jean-Claude Boucher, que je connaissais un peu, m'a dit « il faut absolument que tu viennes, il me manque quelqu'un ». Bon, on l'avait déjà demandé auparavant. Mais comme j'ai été une femme et que j'ai élevé seule mes 2 enfants, parce que j'ai les circonstances de la vie, donc pour moi c'était le travail, les enfants, et le travail de médecin est un métier très prenant, le travail, les enfants et puis un petit peu de sport, il faut le dire. Et quand Monsieur Jean-Claude Boucher est venu, je n'ai pas pu lui refuser. J'ai dit oui, d'accord, mais à condition d'être sur ta liste, mais pas être élu. Bon, 15 jours après, il vient me voir et me dit oui, mais tu comprends, à Cavaillon, tu es médecin, je ne peux pas te laisser derrière certaines personnes. J'ai dit bon, d'accord, mais juste conseillère municipale. Parce que je me suis dit bon, tu peux donner un peu de ton temps pour ta ville. Et puis 1 an après l'élection, il a viré son adjointe au social et il m'a dit je vois que toi. Bon, là j'ai dit, bon, ça va me demander combien de temps, parce que je ne m'engage jamais sans savoir si je vais pouvoir le faire. Ça, c'est... Parce que dans tout ce que je fais, je me donne à fond. Donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas, j'ai demandé 15 jours de réflexion, puis je suis partie adjointe au social. Et ça m'a tellement plu, parce que finalement, comment vous dire, quand vous arrivez en politique comme ça, parce que pour moi, ce n'est pas de la politique, ça, c'est travailler pour vos concitoyens. Alors, c'est un peu dans ma nature, hein, d'être... altruiste, c'est un peu mon défaut d'ailleurs, je ne sais pas dire non, donc c'est un peu compliqué. Des fois, il faut savoir dire non, malgré tout. Même, donc, donner pour ses concitoyens, et ça m'a tellement plu que le 2e mandat, ben, j'ai dit oui aussi. Et c'est là que Jean-Baptiste est venu me chercher aussi, parce que Jean-Baptiste Blanc, je le connais, c'est le meilleur ami de mon fils. Il m'a dit, je vois que vous. Donc j'ai dit, tu es sûr? Parce que, voilà. Mais là, il m'a pris, je suis presque à la retraite, donc j'ai dit, bon, on va y aller. Je m'engage et voilà. C'est comme mon engagement politique est venu un peu comme ça. Alors après, vous savez, pour partir en politique, on vous dit, il vous faut une étiquette pour avoir l'investiture, pour tout ça. Et tout ça ne m'intéresse pas vraiment. Je me bats pour des convictions parce que j'estime qu'il faut faire changer les choses, surtout que la France va mal. Je me bats pour des convictions en essayant d'apporter ma petite pierre à l'édifice, je dis bien. Mais le but de tout ça, c'est travailler pour vos concitoyens. Voilà. Alors si même j'ai des périodes de découragement, je me dis, tu n'as pas le droit, parce que c'est quand même un peu difficile, tu n'as pas le droit parce que tu as été élu, donc tu as des comptes à rendre à ceux qui t'ont élu. Voilà. En gros, ma venue en politique, c'est là, elle est là, mais c'est vrai que personnellement, ça demande beaucoup d'engagement de soi, beaucoup. Est-ce que vous sentez une pression extérieure aussi ou... Non, ça, vous savez, non, tout ce qu'on peut dire, tout ça, c'est... Non, pression extérieure passe. Je crois que la pression, je me la mets toute seule, en essayant de vouloir faire bien. En étant médecin aussi? Je suis encore un peu médecin 3 demi-journées par semaine parce qu'ils ne trouvent personne pour me remplacer, mes associés. Donc, ils m'ont demandé de continuer 3 demi-journées par semaine. Mais, donc, je me mets la pression pour tout bien faire. Alors, évidemment, c'est un peu au détriment après de la vie familiale. Moi, mes enfants ne sont plus là, ils sont à Paris. Mes petits-enfants, donc, je monte les voir un peu régulièrement, ils descendent aussi. Mais enfin, mon mari est très gentil parce qu'il accepte que je ne sois pas souvent à la maison. Ça, c'est pas facile. Maintenant, peut-être qu'il est content que je ne sois pas souvent à la maison. Ça, il a la paix. Non, je ne sais pas. Mais vous savez, c'est difficile parce que vous vous engagez dans quelque chose et je ne sais pas ne pas faire les choses à fond, quoi. Voilà. Essayez en tout cas. Hein, je veux dire, voilà, ça fait partie de mon tempérament, malheureusement. Mais je pourrais prendre ça plus en dilettante. Hein, mais bon, voilà. Alors, vous parlez de convictions que vous aviez et que vous avez envie justement de vous investir pour pouvoir... Ah oui, je reconnais que si j'étais plus jeune... Alors voilà, quelles sont-elles? Je partirais en politique, certainement, parce que j'estime que quand on veut, on peut faire quelque chose pour ses concitoyens. Dans le sens où j'entends, moi, la politique, quoi. Voilà. Mais si j'étais plus jeune, je pense que... Voilà, mais maintenant, je pense que ça fait partie peut-être de mes derniers mandats. Ah ben, il faudra se reposer quand même, profiter de la retraite quand même. Non, mais voyez, ce que je veux dire, c'est que si j'avais su, peut-être que je serais partie plus tôt. Oui. Si j'avais su que
c'était tellement loin de moi tout ça, je ne savais même pas ce que c'était qu'un conseil départemental, hein, je veux dire, voilà. On peut le dire ça? On peut le dire, vous pouvez le dire, non, mais il a son utilité. Ouais. Je payais mes impôts comme tout le monde, hein, la partie département, la partie commune, mais vous imaginez pas ce à quoi peut servir un département, une région, tout ça, c'est, voilà. Et en découvrant tout ça, je me dis que c'est vrai que si vraiment tout le monde motivé dans le même sens, ben la France irait mieux, quoi. Enfin, moi, personnellement, ce que je pense. Alors, et quelque bord que ce soit, hein, je veux dire ça, vous pouvez le dire aussi, ça ne me gêne pas du tout. Qu'est-ce que vous serez prête à changer là, si vous étiez... Si j'avais le pouvoir. Voilà, si vous avez le pouvoir. Si vous saviez ce que je changerais. J'ose même pas le dire, non. J'ose même pas le dire. J'ose même pas le dire. J'ose même pas le dire. Si tous les gens pouvaient s'unir dans le même intérêt commun, ben, je pense qu'on n'en serait pas là, quoi. Personnellement, je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, hein, je pense que mon binôme pense comme moi, c'est œuvrer pour la communauté, œuvrer pour les gens pour lesquels vous avez été élus, œuvrer pour tous, quels qu'ils soient. Hein, je veux dire, c'est pas œuvrer dans le bon sens, quoi. Et pas justement des choses n'aboutissent pas parce que politiquement, ben, vous êtes barré. Ben, voilà. C'est très compliqué. Est-ce que quelquefois ça vous met en colère aussi? Oui, qui me décourage et qui me met en colère des fois. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ça me décourage. Mais après, je me dis, bon, tu n'as pas le droit, tu as été élu, donc il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tant pis si tu es découragé, tant pis si... Oui, beaucoup de choses me mettent en colère actuellement. Mais vous savez, c'est un peu normal. On vit une crise économique, on vit une crise terroriste, hein, il faut le dire. On vit de très, très sales moments. Hein. Je pense qu'on en est tous un peu conscients. Et c'est là que maintenant, il faudrait qu'il y ait une espèce d'unité nationale, alors que vous avez juste les lendemains des attentats, on ne sait pas pourquoi, et puis après, comme c'est venu. Voilà. Mais il faudrait qu'on ait une unité nationale pour un peu que la France se relève et que... Mais enfin, à notre échelle, vous me direz, on n'est que le département du Vaucluse, mais si tout le monde pensait un peu dans ce sens-là, je pense qu'on pourrait faire de belles choses, quoi. Parce qu'on a les moyens, en plus. On a un département qui... le 7e plus pauvre des départements et on a une richesse incroyable. Ouais. Comment on en est arrivé là, quoi? C'est toutes ces questions qui, des fois, me perturbent un petit peu. Alors, en termes de patrimoine, comment le détermineriez-vous, ce département? Il a une richesse patrimoniale phénoménale pour moi. Hein. Vraiment, peut-être pas assez mis en valeur à certains endroits, mais il a une richesse patrimoniale que vous partiez de... Nord Vaucluse au Sud Vaucluse, en passant, je veux dire, on a une richesse patrimoniale exceptionnelle. Vous êtes de la région depuis tout le temps? Je suis arrivée à 10 ans. Vous êtes arrivé, donc vous êtes voilà, quelqu'un du pays, voilà, comme on dit. Voilà, exactement, je suis quelqu'un du pays. J'ai même appris le provençal au lycée, pour vous dire. Alors je le comprends un peu, mais voilà, ça m'a permis d'avoir une bonne note au bac. Vous savez, c'était des options facultatives, quoi. Mais non, je suis... Oui, moi, mon pays, c'est ici. Enfin, c'est le Vaucluse. C'est votre terroir? Oui, c'est mon terroir. Ouais. Quand je pars ailleurs, je suis contente de revenir dans le Vaucluse, quoi. Voilà. Tout le temps, hein, tout le temps. C'est mon terroir et le Vaucluse mérite qu'on fasse des choses pour lui, quoi. Voilà. Et Cavaillon, pourquoi vous avez choisi Cavaillon plutôt Ça, c'est mes parents qui ont choisi Cavaillon. Et donc, quand je me suis installée médecin, ben, j'ai fait mes études à Marseille, je suis revenue à Cavaillon. D'accord. Voilà. Mes parents avaient choisi Cavaillon comme point de chute. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Cavaillon que l'on peut voir, que l'on peut découvrir, un endroit qui vous plaise plus particulièrement que d'autres? Cavaillon, un endroit où vous vous sentez bien? Déjà, il y a la colline Saint-Jacques. Voilà, ça, c'est un bel endroit. Cavaillon, c'est une ville... Je suis très fière de faire partie de la municipalité qui a fait changer un peu cette ville, parce qu'elle a vraiment changé pour moi en 10 ans. Rien n'avait été fait ni sur les roues, ni sur les boulevards. Alors c'est vrai que le commerce mériterait d'être développé, parce que les commerces de centre-ville, mais je crois qu'il n'y a pas que Cavaillon qui vit ça. Donc on essaie de tout faire pour donner un peu de vie à Cavaillon. Mais Cavaillon est une ville que j'affectionne tout particulièrement, parce que vous savez, c'est ma ville, quoi. Voilà. Vous savez, on a tous voilà, c'est ma ville. Donc on ne peut qu'aimer sa ville. Mais Cavaillon est quand même un carrefour... C'est la porte du Luberon. On est au bord de l'autoroute. Au point de vue touristique, il y a quand même des choses à visiter. Hein. Vous avez la cathédrale, la synagogue, le patrimoine juif de Cavaillon. D'ailleurs, on va essayer avec les villes et le département de faire avancer pour que le patrimoine juif entre Cavaillon, l'Île-sur-Sorgue, Pernes et Avignon soit inscrit au patrimoine
juifs de l'UNESCO, enfin, soit inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Donc il y a un dossier qui est en cours, qui est en train. D'ailleurs, on y a associé le département il n'y a pas longtemps. C'était au départ que les villes. Mais ça peut être une très belle chose, quoi, hein. Il y a quand même des choses à voir à Carayon, oui, oui. Maintenant, on a une Via Ferrata pour les sportifs qui reçoit, je crois, pas loin de 1000 personnes à l'année, quoi. C'est pas mal, hein. Il y a une belle scène nationale. Ah aussi, ça j'avais omis, mais j'essaye de l'aider. Oui, oui, la scène nationale, c'est vrai. Et avec son nouveau directeur, je pense que on a une belle programmation et d'ailleurs le taux de fréquentation est de plus de 92%. Voilà, une très belle scène nationale, c'est vrai, j'avais oublié de vous le dire aussi, mais on a des équipements sportifs, on a tout, hein, voilà. Derrière nous, il y a un olivier. Oui. Cet olivier est un arbre quand même qui porte, qui reflète énormément de choses. Est-ce que pour vous, cet arbre vous évoque quelque chose de particulier? Ah oui, pour moi, j'ai appelé mon fils Olivier, alors donc vous avez tout compris ce qu'il peut évoquer pour moi, mais c'est un arbre, c'est l'arbre de la Provence, hein, c'est l'arbre, voilà. Pour moi, c'est l'arbre, les olives, les fruits, c'est un arbre centenaire qui inspire du respect, enfin un centenaire, multicentenaire, hein, puisque en 56, quand les oliviers ont tous gelé, ils sont tous repartis. D'ailleurs, tout ça, c'est des oliviers qui sont certainement repartis des souches. Voilà, pour moi, ça évoque la force, l'immortalité, la Provence, voilà, tout ce que vous pouvez. Je vous dis, j'ai appelé mon fils Olivier, donc ça ne pouvait que représenter un emblème pour moi, quelque chose de très important. Quelles sont les valeurs que vous prônez également? On a parlé de partage, on a parlé de rassemblement, mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous essayez de préserver autour de vous et de pouvoir transmettre? Ah, c'est un piège, ça. Absolument pas. Non, oui, le partage, le rassemblement, les valeurs, vous savez. L'attention aussi, j'imagine, parce qu'en tant que médecin, on est forcément altruiste, attentionné. Voilà, l'attention, altruiste, attentionné, oui, le partage, oui. Je ne saurais pas vous dire, parce qu'il y a tellement de choses, toutes les valeurs morales indispensables à un individu pour vivre en société, quoi. Je veux dire, l'aide, enfin, l'altruisme, aller vers les autres, donner, recevoir aussi, parce que quand vous donnez, vous recevez. Je pense que ça fait partie des valeurs, en tout cas, c'est les valeurs sur lesquelles j'essaie d'élever mes enfants. Donc je pense que ça fait partie des valeurs essentielles. Est-ce qu'au-delà de votre vie professionnelle et politique, est-ce que vous avez des passions que vous arrivez aussi à mettre J'avais une grande passion, le tennis. Je ne joue plus au tennis, j'ai eu des problèmes un peu d'articulation. Ouais. Donc évidemment, j'aime le sport, hein, j'aime bien aller voir du sport, ça fait partie, le sport d'équipe. Parce que j'ai toujours l'esprit un peu d'équipe. Pourtant, le tennis, c'était un sport individuel, mais je jouais en équipe. Et j'étais capitaine d'équipe. C'était une vraie passion, ça. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas allée en politique avant, parce que je faisais un peu trop de sport et de tennis. Et c'est peut-être pour ça que mes articulations ne vont plus très bien, parce que quand vous faites 3 heures de tennis par jour, c'est... Mais je le faisais, il faut le dire. Mais bon, la passion, oui, à part ça, bon, je lis, je vais au théâtre. Enfin, depuis que je suis au département, je sors un peu moins. Parce que j'ai plus le temps et je rentre tellement fatiguée. Non, c'est vrai, hein, ce que je vous dis là. C'est un gros rythme. Ah oui, c'est un gros rythme, oui, tout à fait. En plus, je m'efforce à essayer de recevoir tout le monde, toutes les associations, vous imaginez. Donc, je finis très tard. Et quand je rentre, même si j'ai programmé d'aller quelque part, des fois, je me dis, oh, tu es un peu fatiguée, demain, ça ne va pas le faire. Donc, je sors moins, et au cinéma, et au théâtre, et à aller écouter des concerts, depuis que je suis au département. Alors que j'ai plus de portes ouvertes, quoi. Mais bon, je pense que ça va rentrer un peu dans l'ordre aussi, hein, parce que la première année, on prend ses marques, on reçoit toutes les associations. Et je vois, il y en a que j'ai déjà reçus, qui savent que... déjà, ils me redemandent des rendez-vous. Alors justement, vous êtes quelqu'un de disponible pour recevoir? Ça, j'essaie, oui. Je suis disponible. Alors, à l'inverse de beaucoup de gens, je suis en avance, je suis disponible. Alors, un peu trop, il va falloir que je... Prenne du recul? Que je prenne un peu de recul. Parce que la plupart des gens ont mon téléphone personnel. Déjà parce que je suis médecin. Donc la plupart des gens, même les associations, il y en a à qui j'ai donné mon téléphone personnel, alors ils m'appellent. Alors je réponds en général assez vite, et je donne les rendez-vous assez vite, oui, j'essaye. On est là pour ça, quoi, un peu. Ça fait partie de... Alors des fois je me dis quand même, tu devrais un peu mettre à 15 jours, un peu prendre... Mais je peux pas. Parce que je me dis, il y a des gens qui vous disent, c'est urgent, et tout le monde vous dit c'est urgent. Je suis dans l'urgence, toujours, vous savez, comme en médecine, un petit peu. Non, j'essaie, bon, c'est un peu mon défaut, je vous dis, je ne sais pas dire non, donc je suis disponible, voilà.
Quel genre de spectacle allez-vous voir quand vous avez le temps? Je rajoute. Alors, quand j'ai le temps, quel genre de spectacle? J'adore l'opéra. Oui. Hein, je suis déjà allée à l'opéra ici, j'adore l'opéra. J'adore les théâtres, alors quel que soit un théâtre contemporain ou théâtre traditionnel, mais c'est vrai que l'opéra, pour moi, ça concilie le théâtre et la musique. Donc pour moi, c'est toujours un grand moment. C'est vrai que l'opéra, j'aime beaucoup. Alors je ne suis pas une férue de musique classique, mais les opéras, j'adore. Allez savoir pourquoi. C'est vraiment une... Alors quand l'opéra est beau, même si je ne comprends pas tout ce qu'ils disent, c'est toujours la magie de la mise en scène. Voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi. Vous arrivez justement à vous libérer quand vous êtes devant l'opéra, laisser partir votre imagination, votre illusion. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, ça c'est... Oui, ben ça, vous savez, vous rentrez dans un spectacle ou vous ne rentrez pas, quoi. Ouais. Je dirais, en général, quand je sors ravie, c'est que... De toute façon, un beau spectacle ne peut vous faire sortir, c'est que quand vous avez... C'est comme une peinture, hein, c'est pareil. Peinture, vous en regardez une, c'est très beau, mais voilà, sans plus. Si vous n'avez pas le déclic, quoi, le déclic pour vous dire, ben oui, c'est extraordinaire, quoi. Et il faut avoir l'émotion et le déclic quand vous voyez un spectacle. Je pense que c'est important. Est-ce que votre place est difficile, justement, aujourd'hui, en tant que président de la commission culture, où la culture est remise aussi en question dans les... Non, je me bats bec et ongle pour pas qu'elle soit remise en question. Voilà. Non, ça... Vous arrivez à combattre cela personnellement? Oui, j'essaie de défendre avec... Oui, je lâcherai pas le morceau, non. Je lâcherai pas le morceau. Pour Vous moi, êtes tenace. Elle est indispensable. Ouais. Ah oui, je suis tenace, oui. Pour moi, la culture est... Alors, bon, après, vous savez, avec la loi NOTRe, je ne sais pas quelle compétence on va nous garder. Bon, ça, c'est une compétence facultative de toute façon. Donc, la région a sa part en culture, nous, on a notre part en culture. Non, je ne lâche pas le morceau facilement. Monsieur le Président peut vous le dire. Quelques dossiers que je défends, oui. Becs et ongles, oui. Non, parce que, d'abord, la culture, non seulement c'est un lien social, un lien intergénérationnel, mais c'est en plus important pour l'économie. Très important pour moi. Je veux dire, si on n'aide plus le Festival d'Avignon, ben, vous savez, le Festival d'Avignon, l'économie que ça, les retombées économiques que ça, quoi, je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Et honnêtement, non, ça c'est... Ben, je me battrai jusqu'au bout pour qu'on essaie de maintenir tout ce qu'on peut pour la culture dans ce département. Ça, je pense que j'essaierai, en tout cas. J'espère que monsieur le Président va regarder l'interview. Mais c'est vrai que je me battrai pour... On lui enverra. Voilà, vous lui enverrez. Non, mais je lui dirai de le regarder. Non, mais je pense que, bon, de toute façon, il n'est pas défavorable non plus. On en a tous bien conscience, et dans notre majorité en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a quelques dossiers qu'il faut défendre un peu plus ardemment pour que, bon, c'est normal, on a une période de restriction budgétaire, donc il faut... Parce que, vous comprenez, mes collègues ne comprendraient pas pourquoi eux font des restrictions budgétaires et pas moi, quoi, donc voilà. C'est ça, oui, c'est la question aussi que j'allais vous poser. Oui, mais ils sont très indulgents. Non, ils sont très indulgents. Ils savent que la culture, c'est important. Non, je pense qu'ils savent que c'est important et peut-être que j'arrive à les persuader aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis un peu tenace, oui, pour certains dossiers. C'est vrai que je me dis qu'il ne faut pas qu'on laisse tomber, quoi. Voilà. 3 petites questions plus courtes et plus personnelles pour terminer cet entretien. Elisabeth, votre couleur préférée? Ah, le bleu. Aussi? Oui, le bleu, oui. Qu'est-ce que ça vous évoque, le bleu? Le ciel. Ouais. Non, pourquoi quelqu'un d'autre a aimé le bleu aussi? Oui, ah, oui, Dominique. Ah oui. Moi, j'adore le bleu. Quand on a un beau ciel bleu après Mistral, là, c'est une journée magnifique pour moi. Oui. Le bleu, c'est... Beaucoup de personnes aiment le bleu. Ah oui. Alors, c'est vrai que, bon, je n'ai pas forcément du bleu aujourd'hui, mais vous avez un très joli bleu, là, je l'ai remarqué. Merci. La femme qui vous a marqué ou qui vous marque le plus? La femme qui m'a marqué ou qui me marque le plus? Alors ça... Politicienne, auteure? Non, ça a été, je pense, ma mère. Voilà, oui, déjà. Oui. Politicienne, auteure, oui, je peux vous citer Simone Veil, pour tout ce qu'elle a fait pour la femme, je peux vous citer... Non, mais ma mère, oui, ma mère, qui a été une femme courageuse, hors de son temps, qui avait fait des études à son époque. Et si ma mère n'avait pas été là, je pense que je ne serais pas médecin, parce que vous savez, quand on est dans une famille
un peu d'origine espagnole, je ne cache pas mes origines, et que les garçons n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas compris pourquoi je voulais faire des études. En tout cas, mon papa, que j'adorais, hein, c'était mon papa, vous savez, une fille pour son papa. Mais il n'empêche que ma mère a dit, ta fille veut faire des études, elle fera des études. Et voilà, donc... et je lui dois beaucoup, elle a été toujours très dévouée dans toutes les associations, elle fait partie de pas mal d'associations, et voilà. Donc je lui dois beaucoup, oui, beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qui vous comble? Ce qui me comble, ben maintenant, c'est mes petits-enfants. Oui, je suis très famille, il faut le dire. C'est mes petits-enfants qui me comblent. Mes enfants m'ont comblé, mais maintenant, ils me disent qu'ils n'existent plus parce que c'est vrai que c'est mes petits-enfants. Oui, voilà, je crois que c'est ce qui me comble. Après, mon travail me comble aussi, hein, puisque je veux dire, je fais les choses un peu avec passion, mais voilà. Je suis très famille aussi, ça, il faut le dire. Merci beaucoup, Elisabeth. Je vous en prie, merci à vous. Merci.